15 décembre 1944, dans les forêts enneigées des Ardennes, à quelques kilomètres de Bastogne. Le vent hurlait à travers les pins noirs, portant avec lui le froid mordant qui s'infiltrait dans les os comme une lame émoussée. Vous sentez-le, ce silence oppressant avant la tempête, brisé seulement par le craquement distant des branches sous le poids de la neige fraîche. Au cœur de ce chaos hivernal, le sergent Pierre Duval, de la 501e division aéroportée américaine, mais un Français d'origine, expatrié depuis l'invasion de 1940, serrait son fusil M1 Garand contre sa poitrine. Ses bottes s'enfonçaient dans la boue gelée et l'air puait le kérosène et la sueur rance des hommes terrés dans leurs foxholes improvisés. À ses côtés, le caporal Henri Leclerc, un Parisien maigrelet recruté dans les forces françaises libres, scrutait l'horizon à travers les flocons qui dansaient comme des fantômes. « Écoute ça », murmura Henri, son souffle formant un nuage blanc. Le grondement sourd des moteurs approchait, un ronflement mécanique qui faisait vibrer le sol. C'étaient les Tigers allemands, ces monstres blindés de la 5e division Panzer SS Viking, lancés dans l'offensive des Ardennes par Hitler lui-même. Von Rundstedt avait ordonné une percée fulgurante pour reprendre l'initiative, et cette route étroite vers Bastogne était la clé. Les Américains, surpris par l'attaque surprise, tenaient bon, mais les munitions s'épuisaient. Pierre leva les yeux vers le ciel gris où un P-47 Thunderbolt américain filait bas, ses mitrailleuses crachant une rafale futile contre les arbres. Une explosion retentit au loin, un obus de 80 mm qui arrachait des écorces et semait la panique. Dans le poste de commandement camouflé sous une tente de fortune, le lieutenant-colonel Anthony McAuliffe, commandant du secteur, pliait une carte froissée sur une caisse de munitions. « Ils arrivent par la route forestière », dit-il d'une voix rauque, sa pipe éteinte pendant à ses lèvres. Autour de lui, des radiomanes tapaient frénétiquement sur leur poste SCR 536, essayant de percer les interférences pour alerter le QG à Bastogne. « Dites à la 10e Armored qu'on a besoin de renforts, et vite. Ces salauds ont au moins 20 Panthers et des half-track. » Mais les lignes étaient coupées. La neige et les brouilleurs allemands isolaient les positions. Pierre et Henri, en patrouille avancée, rampaient maintenant à travers les buissons, leurs visages barbouillés de camouflage noir. Le cœur de Pierre battait la chamade. Il revoyait les ruelles de Paris en flammes. Sa famille disparue dans la tourmente de l'occupation. Ici, dans cette forêt belge, il se battait pour une seconde chance. Soudain, le premier tank émergea du brouillard. Un Panzer IV OSF. H, son canon long de 75 mm pointé comme une accusation. Derrière, une colonne serpentait, 10, peut-être 15 véhicules, escortés par des grenadiers en manteau blanc, armés de MP-40 et de Panzerfaust. Les Allemands avançaient avec arrogance, convaincus que leur blitzkrieg hivernal briserait les lignes alliées. Pierre visa, son doigt tremblant sur la détente. « Feu à volonté !» cria-t-il dans le talkie-walkie, mais la réponse fut un éclat de mitrailleuse MG-42 qui laboura la neige autour d'eux. Henri roula sur le côté, une balle effleurant son casque. « Merde, ils nous ont repérés !» Ils reculèrent, rampant vers une clairière où une batterie d'obusiers M1 105 Pisrim était en position. Mais les servants étaient à court de shell. Le lieutenant Ellis, un Texan bourru, jurait en chargeant manuellement un projectile. « On n'a que 10 obus, ça suffira pas pour stopper ça. » La tension montait comme une marée. Vous imaginez la peur dans leurs yeux, le gel qui engourdit les doigts sur les chargeurs, le bourdonnement des moteurs diesel qui se rapprochent. Pierre, haletant, se souvint d'une idée folle murmurée la nuit précédente autour du feu, utiliser les ressources du terrain. Les Ardennes regorgeaient de mines abandonnées, de vieux explosifs datant de la Première Guerre, et même de carburant volé aux Allemands. « Improvisons », avait-il dit à Henri. Ils avaient passé l'après-midi à bricoler dans l'ombre, des bidons d'essence liés à des grenades Mills, enfouis sous la route avec des fils dérivés d'un téléphone de campagne, une arme maison, un piège rudimentaire mais ingénieux, baptisé par Pierre le diable des bois. Ce n'était pas un bazooka ni un Piat britannique, c'était du bricolage pur, né du désespoir.
Le convoi allemand s'engagea sur la piste étroite, les chenilles broyant la glace. Le tank de tête, un Panther G avec son blindage frontal de 80 mm, avançait en tête, son commandant, un SS Hauptsturmführer nommé Klaus Berge, observant par la tourelle. « Avancez, Bastogne tombera avant Noël !» ordonna-t-il par radio, sa voix nasillarde couvrant le vrombissement. Pierre et Henri, tapis à 100 mètres, retinrent leur souffle. Le fil tendu vibra légèrement sous la neige. Puis, l'explosion. Un jaillissement de feu et de terre, les bidons improvisés détonnant en une boule infernale. Le Panther fut soulevé comme un jouet, ses chenilles arrachées, le réservoir perforé déversant des flammes qui léchèrent le blindage. L'équipage hurla, essayant d'évacuer, mais les grenades secondaires explosèrent, transformant le monstre en brasier. Le chaos s'ensuivit. Les half-tracks derrière freinèrent dans un crissement, les grenadiers sautant à terre, tirant à l'aveugle. Henri visa un officier et pressa la détente de son Thompson. L'homme s'effondra dans la neige rouge. Pierre activa le second piège. Une série de mines anti-chars, liées par des cordons, enterré la veille avec l'aide d'un ingénieur polonais de l'unité. Un second Panther heurta le réseau, son ventre éventré par l'explosion, projetant des éclats qui fauchèrent les fantassins alentour. Les obusiers alliés, galvanisés, ouvrirent le feu. Un 155 mm frappa un Half-Trax de café 251, le pliant comme une boîte de conserve. Les Allemands, pris au dépourvu, hésitèrent. Berger, depuis son tank en feu, hurla des ordres incohérents avant que le réservoir n'explose. Mais la colonne n'était pas vaincue. Un troisième tank, un Tigery massif avec son canon de 90 mm KWK-36, pivota et cracha un obus qui pulvérisa un arbre près de Pierre. Les éclats sifflèrent, et Henri fut touché à l'épaule, du sang chaud coulant sur sa manche. « Tiens bon !» grogna Pierre, traînant son ami vers l'arrière. La bataille s'intensifiait, les mitrailleuses alliées, des Browning M1919 répondant au feu nourri. Dans le poste de commandement, McAuliffe écoutait les rapports Cracklant. L'improvisation a ralenti l'avance, mais il reformule. L'offensive allemande, censée submerger Bastogne en heure, butait sur ce mur de fortune. Pourtant, au loin, d'autres moteurs grondaient. La nuit tombait, et avec elle, une nouvelle vague menaçait. Si vous aimez plonger dans ces récits intenses de la Seconde Guerre mondiale, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer. Les flammes des tanks incendiés illuminaient la forêt comme un enfer païen, mais Pierre savait que ce n'était que le début. Derrière la colline, l'ombre d'une contre-attaque se dessinait. Et leur piège fragile tiendrait-il face à la fureur de la Wehrmacht? La nuit enveloppait les Ardennes comme un manteau de plomb, le 15 décembre 1944, transformant la forêt en un labyrinthe d'ombres et de murmures. Les flammes des Panthers détruits crépitaient encore, projetant des lueurs orangées sur la neige souillée de suie et de sang. Pierre Duval rampait à travers les buissons, soutenant Henri Leclerc, dont l'épaule saignait abondamment, le tissu de son manteau kaki imbibé d'un rouge sombre qui goûtait sur la terre gelée. Le caporal serrait les dents, son fusil Thompson ballottant contre son flanc, tandis que le vrombissement des moteurs allemands reprenait de plus belle, plus loin sur la route défoncée. « Accroche-toi, Henri !» grogna Pierre, sa voix rauque étouffée par le vent qui fouettait les pins. Vous sentez cette brûlure dans l'air, mélange âcre de cordite et de métal fondu, le sol tremblant sous les chenilles qui approchaient à nouveau. Dans le poste de commandement, sous la tente battue par les rafales, le lieutenant-colonel Anthony McAuliffe se penchait sur la carte, son visage éclairé par la lueur vacillante d'une lampe à huile. Les rapports affluaient par les radios SCR 300, entrecoupés de parasites. 2 tanks hors de combat, colonel. Les ingénieurs polonais ont bien bossé sur ces pièges. Mais McAuliffe fronça les sourcils, sa pipe mâchonnée pendant entre ses lèvres gercées. Pas assez. La 5e Panzer SS reforme ses lignes. Ils ont des Sturm Tigers en réserve, ces salauds, avec leurs roquettes de 388 mm. Et Bastogne est encerclée.
Pas de ravitaillement avant l'aube. Autour de lui, le sergent radio, un gamin du Midwest nommé Jimmy Hayes, tournait les boutons de son émetteur, essayant de contacter la 10e division blindée. Ici Easy Company, position 23. Besoin urgent de bazooka et de munitions pour les 30 Kalel. La réponse ne vint pas, seulement le silence statique, ponctué d'un éclat de rire nerveux d'un officier. Pierre et Henri atteignirent enfin la clairière où la batterie d'obusiers M1 155 mm était embusquée. Le lieutenant Ellis, le Texan aux épaules larges, les repéra et bondit de son poste, son casque cabossé glissant sur son front. « Duval! Qu'est-ce qui s'est passé là-bas » Pierre déposa Henri contre un tronc, déchirant un bout de sa chemise pour panser la plaie. « Le diable des bois a mordu, lieutenant. 2 panthères en feu, mais ils reviennent. » Henri a pris un éclat. Ellis jura en anglais, chargeant un obus dans la culasse de son canon. On n'a plus que 8 shells. Et ces fils de pute ont des half-track avec des canons de 20 mm flak. Si on rate, c'est la fin de la route vers Bastogne. Les servants, une demi-douzaine d'hommes épuisés aux doigts noircis par la poudre, ajustaient les viseurs, leur respiration haletante formant des nuages dans l'air glacé. Un Polonais, le caporal Nowak, un ancien de la 1re division blindée polonaise, vérifiait les cordons des pièges restants. Des grenades Mills liées à des détonateurs improvisés à partir de batteries de talkie-walkie. De l'autre côté de la colline, le Hauptsturmführer Klaus Berger, miraculeusement rescapé de son panthère incendié, se traînait hors de l'épave, son uniforme SS roussi et son visage marqué d'ecchymose. Il cracha un juron en allemand, attrapant le bras d'un grenadier survivant. « Verdammte Yankees ! C'était un piège, pas une embuscade standard. Rapporté au major von der Heide, l'avance est bloquée sur 200 mètres. Envoyez les Jagdpanzer pour nettoyer ça. » La radio de son half-track crachota, la voix du commandant de la 5e division Panzer SS résonnant. « Poussez ! Hitler ordonne la percée. Bastogne doit tomber, ou c'est la fin du Reich. » Les grenadiers, une trentaine d'hommes en manteau blanc camouflés, reformèrent les rangs, leurs MP40 prêts, tandis que 3 Jagdpanzer IV, ces chasseurs de chars au canon de 75 mm, PAC 42, émergèrent du brouillard, leurs moteurs Maybach grondant comme des bêtes affamées. Ils avançaient prudemment maintenant, les éclaireurs sondant la route avec des sondes pour détecter les mines. Pierre releva la tête, entendant le ronflement distinctif. « Ils apprennent vite », murmura-t-il à Ellis, qui hochait la tête sombrement. « On improvise encore. Nowak, tes idées sur les explosifs abandonnés ?» Le Polonais, un homme trapu aux yeux hantés par les souvenirs de Varsovie, désigna un tas de caisses rouillées exhumées d'un vieux bunker de la Grande Guerre. « Des obus allemands de 1918, monsieur. Instables, mais avec du carburant volé à leur convoi, on peut en faire des charges directionnelles. Enterrez-les sous la neige, avec des fils tendus aux arbres. » Pierre acquiesça, le cœur serré par l'urgence. Il revoyait sa sœur à Paris, disparue dans les rafles de 1942. Ici, dans ce froid belge, chaque décision pesait comme un destin. Ils travaillèrent frénétiquement. Bidons d'essence diesel, pillés sur un half-track allemand capturé, liés à des détonateurs faits de clous et de poudre de grenade. Une seconde version du Diable des Bois, plus vicieuse, pointait vers la pente. Le premier Jagdpanzer heurta le piège comme prévu. Le fil se tendit, libérant une avalanche contrôlée. Les obus anciens explosèrent en chaîne, projetant une gerbe de terre et de shrapnel qui éventrèrent le blindage latéral du véhicule. L'équipage, 4 SS, fut fauché dans l'habitacle, le canon tordu comme un accordéon. Les 2 autres Jagdpanzer ouvrirent le feu, leurs obus de 64 mm sifflant et explosant contre les arbres, arrachant des branches qui pleuvaient comme des lames. Une balle ricocha près de Pierre, qui plongea derrière un rocher, tirant au M1 garant sur un grenadier qui chargeait. Le coup partit, net et précis, l'homme s'effondrant avec un cri étouffé. Henri, pensé à la va-vite, se redressa et vida un chargeur de son Thompson, fauchant 2 autres assaillants. « Pour la France !» haleta-t-il, la douleur tordant ses traits.
Les obusiers alliés tonnèrent en réponse. Un 150 mm frappa le second Jagdpanzer en pleine tourelle, le soulevant dans une boule de feu qui illumina la nuit. Les servants hurlèrent de triomphe, mais Ellis cria « Munitions épuisées, on recule vers la ligne principale ». McAuliffe, alerté par radio, ordonna « Tenez la position ». Les Sherman de la 10e Armored sont en route, mais la neige les ralentit. Les Allemands, furieux, lancèrent une charge d'infanterie. Des grenadiers armés de STG-44, ces fusils d'assaut Sturmgewehr, rampant à travers les fourrés, leurs grenades à main potato-mâcheurs, sifflant dans l'air. Pierre activa le dernier piège, une mine anti-char Teller, enterrée avec des clous pour maximiser les éclats. Elle sauta sous les pieds d'un peloton, semant le carnage, membres arrachés, cris d'agonie perçant le vacarme. Pourtant, la pression montait. Berger, rampant vers un half-track intact, coordonnait une contre-attaque. Artillerie, appelez les Nebelwerfer. Au loin, le sifflement des roquettes multiples approchait, un hurlement démoniaque qui promettait l'enfer. Pierre, couvert de boue et de sueur, aida Henri à se relever, jetant un œil vers l'horizon sombre. Les flammes vacillaient, mais les moteurs grondaient plus fort. Leur arme improvisée avait stoppé l'offensive pour l'instant, sauvant peut-être Bastogne d'une chute imminente, mais la nuit n'était pas finie. Et si les renforts alliés n'arrivaient pas à temps? Le sifflement des Nebelwerfer déchira la nuit comme un cœur de damné le 15 décembre 1944, dans les profondeurs enneigées des Ardennes. Vous l'entendez, ce hurlement strident qui monte crescendo, suivi d'explosions qui secouent la terre comme des coups de tonnerre divin. Les roquettes de 150 millilitres des lance-roquettes multiples allemands, ces organes de Staline, comme les surnommaient les GI, pleuvaient sur la clairière, transformant les pins en torches vivantes et soulevant des geysers de neige et de boue gelée. Pierre Duval se jeta à plat ventre, protégeant Henri Leclerc de son corps, tandis que des éclats sifflaient au-dessus de leur tête, fauchant les branches comme des faux. L'air empestait la poudre brûlée et le métal chauffé, un voile âcre qui piquait les yeux et irritait la gorge. « Couche-toi, c'est l'enfer qui arrive !» cria Pierre, sa voix noyée dans le vacarme. Dans le poste de commandement, la tente s'effondrait sous les ondes de choc. Le lieutenant-colonel Anthony McAuliffe, agrippant la table improvisée pour ne pas tomber. Les cartes volaient, et le sergent radio Jimmy Hayes se recroquevillait près de son SCR 300, hurlant dans le micro « Artillerie incoming, position 23 sous barrage, envoyez les P-47 pour suppression ». Mais les interférences et la neige étouffaient le signal. Seul un crachotement statique répondit, ponctué d'un juron étouffé. McAuliffe, le visage crispé sous sa casquette kaki, aboya des ordres. « Ellis, repliez la batterie. Duval, Leclerc, tenez la ligne avec ce que vous avez. Ces pièges ont gagné du temps. On en a besoin pour que les Sherman percent l'encerclement. » Autour de lui, les officiers couraient, chargeant des caisses de munitions. 50 cales pour les mitrailleuses Browning, leurs bottes glissant sur le sol détrempé par la fonte des cratères. De l'autre côté, le Hauptsturmführer Klaus Berger, adossé à un Half-Track SD KFZ, 251 endommagés, observait le spectacle avec un rictus de satisfaction vengeresse. Son visage, balafré par les flammes du panthère détruit, luisait sous la lueur des explosions. « Feuer, laissez-les au tir !» ordonna-t-il à l'artilleur. Un jeune SS originaire de Bavière qui ajustait les Nebelwerfer NBW 41. Les salves successives, 6 tubes par lanceur, crachant leurs projectiles à 8 km, labouraient la forêt, visant les positions alliées repérées par des éclaireurs. Le major von der Heide veut la route libre pour les Sturmtiger. Ces Yankees et leurs jouets improvisés ne tiendront pas. Les grenadiers, regroupés en peloton, avançaient à couvert, leurs manteaux blancs se fondant dans la neige, armés de STG-44 et de Panzerfaust pour les engagements rapprochés. La 5e Panzer SS Viking, renforcée par des éléments de la 116e division Panzer, poussait son avantage, convaincu que ce barrage briserait la résistance tenace. Pierre et Henri rampaient vers un foxhole abandonné. Le caporal Nowak les couvrant d'une rafale de sa braine légère.
une arme britannique prêtée aux Américains. Une roquette frappa à 20 mètres, projetant Pierre contre un tronc. Il toussa, crachant de la terre, tandis que des débris pleuvaient comme une averse mortelle. Henri, pâle comme un linceul, pressa sa main sur son épaule blessée. « Pierre, on n'a plus de piège. Ces salauds nous bombardent pour nous déloger. » Pierre secoua la tête, ses yeux scrutant les ombres. Il revoyait les nuits à Paris, cachés dans les caves pendant les raids de la Luftwaffe. Ce désespoir-là forgeait les hommes. On en fabrique. Regarde ces caisses polonaises, des explosifs de 14-18 et le carburant du Half-Track qu'on a capturé hier. Avec Nowak, ils se mirent à l'œuvre sous le couvert des arbres, ignorant les sifflements qui faisaient trembler le sol. Des obus allemands instables, mélangés à du diesel volé et à des clous pour les éclats, des charges liées par des cordes de parachute, enterrées en ligne sur le flanc de la colline. Une troisième itération du diable des bois, plus compacte, avec des détonateurs actionnés par des fils tendus aux branches basses, un piège pour quand l'infanterie chargerait. Le barrage s'intensifia, un mur de feu qui consumait la clairière. Le lieutenant Ellis et ses servants d'obusiers, à court de shells, se replièrent en rampant, traînant leur M1 155 mm sur des traîneaux improvisés. Un éclat toucha un artilleur, le clouant au sol avec un cri guttural. Ses camarades le portèrent, le sang traçant une ligne rouge dans la neige. « On perd du terrain !» hurla Ellis dans le talkie-walkie. Pierre activa le premier nouveau piège. Comme les grenadiers allemands, émergèrent des fourrés rampant vers la position alliée. Le fil se tendit. L'explosion fut sourde d'abord, puis dévastatrice. Une chaîne de détonation qui souleva une vague de terre et de shrapnel, fauchant une dizaine d'hommes en manteaux blancs. Des corps volèrent, des MP-40 s'envolèrent dans les airs, et un sergent SS s'effondra, son Panzerfaust détonnant prématurément et le carbonisant sur place. « Ça marche pour Bastogne !» rugit Nowak, tirant au fusil mitrailleur sur les survivants. Berger, alerté par le chaos, bondit sur ses pieds. « Mine, flanquez-les par l'est !» Il grimpa dans un half-track intact, ordonnant à l'équipage d'avancer avec les 2 Jagdpanzer restants. Les chasseurs de chars, leurs canons PAC 42 pointés, ouvrirent le feu. Un obus de 75 mm pulvérisant un arbre près d'Henri qui roula sur le côté, évitant de justesse la mort. Pierre visa depuis son foxhole, son M1 Garand crachant une balle qui traversa le hublot d'observation d'un Jagdpanzer, tuant le tireur. Mais les mitrailleuses coaxiales des véhicules allemands répondirent, une MG-34 labourant le sol et forçant les Alliés à se terrer. Les Nebelwerfer se turent enfin, leurs tubes fumant, mais le silence fut bref. Le grondement d'un Sturmtiger approchait. Ce monstre de 65 tonnes, avec son canon de 380 mm, le Raketenwerfer 61, capable de raser un bunker d'un seul tir. McAuliffe, dans un abri de fortune, reçut un signal faible. « Shermans en approche, colonel. 5 minutes. » Mais 5 minutes dans cette fournaise, c'était une éternité. Pierre, le souffle court, posa une main sur l'épaule d'Henri. « Tiens bon, notre diable va encore mordre. » Ils activèrent le piège final. Comme le Sturmtiger émergeait, ses chenilles massives broyant la route, les charges directionnelles explosèrent sous son flanc. L'impact fut titanesque. Le blindage latéral céda, le réservoir auxiliaire s'enflamma, et le géant d'acier s'immobilisa dans un rugissement d'agonie, son canon déviant inutilement. L'équipage paniqua, essayant d'évacuer, mais les éclats les abattirent un à un. Berger, à bord de son half-track, freina net, ses yeux s'écarquillant devant le brasier. Rückzug, reformé à l'arrière. Les Alliés galvanisés contre-attaquèrent. Les mitrailleuses Browning tonnèrent, fauchant les grenadiers en déroute. Henri, malgré sa blessure, vida un chargeur de Thompson, son cri de triomphe perçant la nuit. Pierre, couvert de sueur et de suie, leva les yeux vers le ciel où un P-47 Thunderbolt surgit enfin, ses gars 50 cales mitraillant les véhicules allemands en fuite. La route vers Bastogne tenait, l'offensive stoppée net par ses armes nées du génie du désespoir. Mais Berger, rampant dans l'ombre, murmurait dans sa radio « Renfort demandé ».
La Viking ne s'arrêtera pas là. Au loin, d'autres moteurs grondaient. Une contre-attaque plus massive se profilait, et le diable des bois, bien que victorieux ce soir, pourrait-il survivre à l'aube? L'aube se levait sur les Ardennes comme une plaie ouverte. Le 16 décembre 1944, baignant la forêt d'une lumière pâle et sale qui filtrait à travers les branches noircies par le feu. Le froid s'était intensifié. Un gel mordant qui craquelait la neige sous les bottes et transformait le sang séché en croûte rigide. Pierre Duval, accroupi dans un foxhole renforcé de sacs de sable, scrutait l'horizon embrumé, son M1 Garand serré contre lui comme un talisman. À ses côtés, Henri Leclerc, l'épaule bandée avec des chiffons imprégnés de sulfamide volé, reprenait son souffle, son visage pâle marqué par la fièvre naissante. Vous sentez cette humidité glacée qui s'infiltre dans les pores, le silence relatif brisé seulement par le craquement des flammes mourantes des tanks allemands et le gémissement distant des blessés. L'air portait encore l'odeur âcre des explosifs, un mélange de cordite et de caoutchouc brûlé qui collait à la gorge. Dans le poste de commandement, désormais un abri creusé à la hâte sous un talus, le lieutenant-colonel Anthony McAuliffe plissait les yeux sur une carte tachée de boue, éclairée par une torche improvisée. Les radios SCR 300 crachotaient enfin des nouvelles encourageantes. Shermans de la 10e Armored en position, colonel. 5 M4A3 approchent par le sud, avec des bazookas et des munitions. Mais McAuliffe secoua la tête, sa pipe éteinte pendant à ses lèvres gercées. Trop tard pour une percée totale. La 5e Panzer SS a appelé du renfort. Nos éclaireurs rapportent des Fallschirmjäger en hélicoptère Flettner Phi 282 et des Stugé 3 pour couvrir l'infanterie. Autour de lui, le sergent Jimmy Hayes ajustait l'antenne de son émetteur, ses doigts engourdis par le froid. Ici, périmètre défense, Bastogne sector. Demandez appui aérien, les P-47 sont cloués par la brume. Les officiers, épuisés, rechargèrent des chargeurs pour les Thompson et les Barres, leur murmure empli d'un mélange de soulagement et d'appréhension. Pierre releva la tête en entendant le ronflement sourd, pas les moteurs diesel familiers, mais un vrombissement plus aigu, comme un essaim d'abeilles enragées. Les hélicoptères allemands, rares et innovants, descendaient bas au-dessus des arbres, leurs rotors battant l'air chargés de flocons. 3 Phi 282 colibris, avec leur cockpit ouvert et leur mitrailleuse MG 131, larguaient des commandos Fallschirmjäger, des parachutistes d'élite de la 9e division SS Hohenstaufen, armés de FG-42 et de grenades à fragmentation. Ils atterrirent en piquant sur la colline, leurs bottes s'enfonçant dans la neige tandis qu'ils formaient une tête de pont. « Contact, parachutiste !» cria Pierre dans le talkie-walkie, son cœur s'emballant. Henri, grimaçant de douleur, arma son Thompson. 45. Les balles traçantes prêtes à zébrer la brume. Le Hauptsturmführer Klaus Berger, survivant tenace, dirigeait l'assaut depuis un bunker improvisé à l'arrière, son bras bandé et son visage balafré, luisant de sueur, malgré le froid. Il avait réuni une vingtaine de grenadiers rescapés, renforcés par les Fallschirmjäger frais. « Avancez en tenaille! Neutralisez ces pièges maudits !» ordonna-t-il par radio, sa voix rauque couvrant le crépitement des MP-40. Les Stugé 3 OSF, G, ces canons d'assaut compacts avec leurs canons de 75 cm Stuka 40, suivaient à distance, leurs chenilles patinant sur la pente glissante. Berger revoyait l'explosion du Sturmtiger, la rage bouillonnant en lui. Cette arme improvisée des Yankees, ce diable des bois comme les prisonniers l'avaient appelé sous la torture, avait humilié la Viking. Pour le Führer, brisez-les avant que leurs Shermans n'arrivent. Pierre et Nowak, le caporal polonais, se mirent à l'œuvre dans l'urgence, leurs mains tremblantes creusant un nouveau piège sous la neige. Ils avaient récupéré des résidus de la nuit, des obus d'artillerie allemands défectueux pillés sur un half-track abandonné et du phosphore extrait de grenades incendiaires. On les attire dans un entonnoir, murmura Pierre, liant les charges avec des fils téléphoniques tendus entre les pins.
une variante mortelle du diable, des explosifs directionnels qui projetteraient des flammes et des éclats vers les assaillants, amplifiés par du carburant aviation volé aux réservoirs ennemis. Henry couvrait leurs arrières, tirant une rafale sur un Fallschirmjäger qui rampait trop près, l'homme s'effondrant avec un cri étouffé, son FG-42 déversant inutilement des balles dans la terre. Les parachutistes chargèrent, leurs silhouettes spectrales émergeant de la brume, grenades lancées en arc. Une potato-mâcheur explosa près du Foxhole de Pierre, projetant de la neige et des éclats qui entaillèrent son bras. Il jura, ripostant au M1, le fusil semi-automatique crachant 8 rounds en ping-pong de culasse. Un Fallschirmjäger tomba, touché à la poitrine, tandis que Nowak activait le piège. Le fil se tendit sous la botte d'un sergent, déclenchant une chaîne infernale. Les obus détonèrent en séquence, libérant une vague de feu phosphorescent qui balaya la pente, carbonisant manteaux et chairs. 5 assaillants hurlèrent, se tordant dans les flammes bleutées, leurs armes fondant dans la fournaise. « Ça brûle! Retirez-vous » cria un officier SS, mais les Stugés avancèrent, leurs canons tonnant. Un obus de 60 mm pulvérisa un arbre, envoyant des débris sur Henry, qui roula sur le côté, son casque cabossé. Le lieutenant Ellis, replié avec sa batterie vide, organisa une contre-feu avec des mitrailleuses M1919A4 montées sur trépied. Les Sch-30-06 labourèrent les rangs allemands, fauchant 2 Fallschirmjäger en pleine course. « Tenez, les Sherman sont là !» hurla-t-il. Et en effet, au sud, le grondement des moteurs Wright R975 des M4 Sherman perça la brume, leurs tourelles pivotant avec des canons de 75 mm M3. Le premier tank américain, commandé par un sergent de la 10e Armored nommé Reilly, émergea son blindage frontal de 50 mm luisant de givre. « Feu sur les Stugés !» ordonna Reilly par interphone, et un obus AP frappa le premier canon d'assaut allemand, perforant le flanc et déclenchant une explosion interne qui projeta l'équipage dans les airs. Berger, furieux, ordonna un repli tactique, flanqué par l'ouest. Utilisez les Panzerfaust. Ces grenadiers, une dizaine survivants, contournèrent la colline, leurs lance-roquettes chargées de charges creuses de 149 mm. Un Panzerfaust siffla, heurtant le flanc d'un Sherman. L'impact fit jaillir des étincelles, mais le blindage tint et la tourelle riposta un obus HE explosant au milieu des assaillants, semant le carnage. Pierre, voyant l'opportunité, activa un piège latéral, des mines Teller liées à des grenades, enterrées la veille. Le fil vibra sous les bottes d'un peloton et l'explosion éventra la neige, projetant des corps et des armes dans un chaos rouge. Un Fallschirmjäger, le visage noirci, rampa vers Pierre, un couteau à la main, mais Henry l'abattit d'une balle de Thompson, le sang giclant sur la neige. McAuliffe, depuis son abri, coordonnait par radio. « Bon travail, Duval. Les Sherman poussent. L'offensive est stoppée sur ce secteur. » Les tanks américains avançaient maintenant en ligne, leurs mitrailleuses coaxiales. 30 cales arrosant les bois, forçant les Allemands à se disperser. Berger, coincé derrière un rocher, activa sa radio une dernière fois. Rapport au QG. Résistance acharnée due à des pièges ingénieux. Demandez renfort lourd, les Tigers de la 2e SS. Il se traîna en arrière, le bras pendant, tandis que ses hommes fuyaient sous le feu croisé. La brume se dissipa légèrement, révélant les carcasses fumantes des Stugés et les corps parsemés. Pierre aida Henry à se relever, leurs regards se croisant dans un silence épuisé. Le diable des bois avait tenu, sauvant la route vers Bastogne d'une chute certaine, mais au loin, un nouveau grondement montait. Les Tigers approchaient, et l'aube n'apportait pas la paix, seulement une pause avant la tempête suivante. Les renforts alliés affluaient, mais combien de temps leur improvisation résisterait-elle à la machine de guerre allemande? Le soleil pâle du 16 décembre 1944 luttait pour percer la canopée des Ardennes, projetant des ombres longues et traîtresses sur la neige piétinée, maculée de traces noires de suie et de flaques de sang gelé. Pierre Duval, le dos contre la paroi d'un foxhole renforcé de branches entrelacées,
rechargeait son M1 garant d'un geste mécanique, ses doigts engourdis par le froid glissant sur les cartouches. 30-06. À ses côtés, Henri Leclerc, l'épaule pansée mais le visage creusé par la fièvre, scrutait la ligne des arbres à travers les flocons épars qui recommençaient à tomber. Vous sentez ce picotement dans l'air, un mélange de pain humide et de poudre résiduelle, le sol encore tiède des explosions de la nuit, qui craquent sous les pas prudents des sentinelles. Le ronflement distant des moteurs, ceux des Sherman alliés maintenant ancrés en position défensive, se mêlaient au bourdonnement plus menaçant des diesels allemands comme un avertissement sourd. Dans l'abri de commandement, creusé plus profondément sous le talus pour résister aux obus, le lieutenant-colonel Anthony McAuliffe se penchait sur une radio SCR 300, dont l'antenne ployait sous la neige. Les signaux étaient plus clairs maintenant, grâce au renfort de la 10e division blindée qui avait percé l'encerclement partiel. « Rayleigh rapporte 3 Stugés neutralisés, colonel », transmit le sergent Jimmy Hayes, sa voix nasillarde couvrant les parasites. Mais les éclaireurs voient des Tigers, au moins 4 du 501e bataillon Schwerpanzer, avec des Jagdtiger en soutien. Ils contournent par l'est. McAuliffe mâchonna sa pipe, les yeux plissés sur la carte où des croix rouges marquaient les pièges du diable des bois. Duval et son équipe ont gagné 24 heures. Bastogne respire, mais si ces monstres passent, c'est la fin. Dites aux ingénieurs polonais de préparer plus de ces saletés improvisées et priez pour que la 82e aéroportée arrive avant midi. Les officiers autour de lui, des visages barbus et lasses, hochaient la tête, chargeant des caisses de grenades MK2 et de balles traçantes pour les mitrailleuses Browning M2. 50 cales montées sur les Sherman. Pierre essuya la sueur de son front, malgré le gel qui rongeait sa peau. Il revoyait les flammes du Sturmtiger, l'odeur de chair brûlée qui hantait encore ses narines. Ce piège, né de briques et de brocs, au but de la Grande Guerre, essence diesel volée, clous rouillés pour les éclats, avait transformé une défaite en sursis. « Henri, on en refait un gros », murmura-t-il, désignant un tas de débris exhumés. Des mines antichars allemandes S-Mine 35 récupérées sur des corps ennemis et des bidons de carburant aviation J1 pillés d'un half-track abandonné. Avec Nowak, le caporal polonais aux mains calleuses, ils s'activèrent dans l'ombre d'un pain géant, ignorant les crampes qui tordaient leurs muscles. « On creuse un entonnoir sur la pente est », expliqua Nowak, son accent épais teinté de souvenirs de Monte Cassino. Liaison avec des fils de téléphone de campagne et des détonateurs à base de batteries de talkie-walkie. Quand les Tigers passeront, ça les éventrera comme des boîtes de conserve. Henri, grimaçant, couvrait leur travail d'une rafale sporadique de son Thompson. Les balles, 45 claquant contre un arbre où un sniper allemand s'était tapi. De l'autre côté de la crête, le Hauptsturmführer Klaus Berger, le bras en écharpe et le regard fiévreux, coordonnait depuis un Jagdpanzer IV camouflé sous des branches enneigées. Les rescapés de la 5e Panzer SS Viking s'étaient regroupés, une quarantaine d'hommes épuisés mais déterminés, renforcés par les Fallschirmjäger de la 9e SS Hohenstaufen. Les Tigers arrivent du nord. Gronda-t-il dans le micro de sa radio FUG-5, sa voix rauque comme du gravier. Major von der Heide ordonne l'assaut final, flanquer les Yankees avec les Stugés et neutraliser ces pièges diaboliques. Nos éclaireurs ont repéré leur foxhole, artillerie d'abord, puis infanterie. Les moteurs des Tiger E, ces bêtes de 57 tonnes avec leurs canons Kablebeka 36 de 90 mm et leur blindage frontal de 100 mm, grondaient en approchant, escortés par 2 Jagdtiger, des chasseurs de chars monstrueux armés de canons, PAC 43 de 88 mm. Berger, le cœur gonflé de haine pour ce diable des bois qui avait carbonisé ses hommes, ajusta son MP40. Pour le Reich, avancez sans pitié. Le premier Tiger émergea de la brume, ses chenilles larges broyant la neige en une bouillie grise. Le commandant dans la tourelle, balayant le terrain avec des jumelles Zeiss. Derrière, les Stugé 3 suivaient en échelon, leurs canons Stuka 40 pointés.
Pierre, tapi à 100 mètres, retint son souffle. « Maintenant » siffla-t-il dans le talkie-walkie. Nowak tira sur le fil tendu, et le piège se déclencha. Une série de S-Min 35 sauta en chaîne, projetant des éclats et du phosphore qui criblèrent le flanc du Tiger. Le blindage tint bon, mais les chenilles latérales furent endommagées, le tank s'immobilisant dans un crissement métallique. L'équipage paniqua, la tourelle pivotant follement, tandis que des grenades incendiaires improvisées, bidons liés à des Mills, explosèrent contre la grille d'échappement, enflammant le compartiment moteur. Des flammes jaillirent, léchant le métal, et le commandant hurla des ordres incohérents avant que le réservoir ne cède, transformant le géant en pilier de feu. Le chaos éclata, les stugés ouvrirent le feu, un obus de 65 mm sifflant et explosant près du foxhole de Pierre, projetant de la terre qu'il enterra à moitié. Il toussa, rampant pour se dégager, tandis qu'Henri vidait un chargeur sur un grenadier qui chargeait, l'homme s'effondrant avec une rafale de 45 dans la poitrine. « Il contourne !» cria Nowak, activant un piège secondaire. Des obus allemands instables enterrés avec du carburant qui détonèrent sous un studge, éventrant son châssis et projetant l'équipage dans une gerbe de sang et de ferraille. Les mitrailleuses des Shermans alliés, des M1919 coaxiales, répondirent. Leurs balles traçantes zébrant l'air, fauchant une escouade de Fallschirmjäger en manteau blanc. Le lieutenant Ellis, depuis un M4 Sherman, ordonna « Feu AP sur le Jacques Tiger ». Un obus de 75 mm M3 frappa le chasseur de chars, perforant le flanc et déclenchant une explosion interne qui fit sauter la tourelle comme un bouchon. Berger, protégé par son véhicule, jura en voyant le carnage. « Artillerie! Nebelwerfer sur la colline !» Les roquettes multiples sifflèrent à nouveau, labourant la pente et forçant les alliés à se terrer. Une salve toucha un Sherman, le secouant violemment. Riley, à l'intérieur, cria « Compartiment touché! Équipage évacué !» Mais Pierre, galvanisé, rampa vers un nouveau point. Ils avaient bricolé une charge directionnelle avec des clous et de la poudre de 80 mm récupérée, tendue sur le flanc est. Comme un second Tiger forçait le passage, ses phares perçant la fumée, le fil vibra. L'explosion fut assourdissante, une vague d'éclats qui traversa le blindage latéral faible, tuant le chargeur et enflammant les munitions internes. Le tank dévia, percutant un arbre dans un craquement sinistre, tandis que l'équipage fuyait, abattu par les Thompson des GI. Les Shermans avancèrent, leurs chenilles patinant dans la boue gelée, couvrant les pièges restants. Henri, malgré la douleur, tira sur un Fallschirmjäger qui visait Pierre, la balle le clouant au sol. « On les a !» allaita-t-il. Macauliffe, par radio, exulta. « La route est libre, Bastogne tient grâce à vous !» Mais Berger, rampant vers l'arrière, activa sa dernière transmission. « Tigers neutralisés, mais renforts en route. La 116e Panzer arrive avec des Panthers neufs. Ce n'est pas fini. » Les flammes illuminaient la forêt, les corps jonchaient la neige, et Pierre, épuisé, leva les yeux vers l'horizon. Le diable des bois avait encore frappé, stoppant l'offensive dans son élan, mais les moteurs lointains grondaient de plus fort, promettant une bataille qui s'étirerait jusqu'à l'os de la résistance alliée. Combien de pièges improvisés faudrait-il pour briser la volonté de la Wehrmacht? Le soleil de midi du 16 décembre 1944 peinait à réchauffer les Ardennes, sa lumière filtrant comme un voile terne à travers les nuages bas et les panaches de fumée qui s'élevaient des carcasses fumantes. Pierre Duval, le corps rompu par l'épuisement, s'appuyait contre le flanc d'un M4 Sherman de la 10e division blindée, son M1 Garand pendant mollement à son côté. La neige, piétinée en une boue rougeâtre, collait à ses bottes usées, et l'air vibrait encore du grondement des moteurs qui s'estompaient au loin. À ses pieds, Henri Leclerc, pâle et fiévreux, serrait une gourde d'eau tiède contre sa poitrine, son épaule bandée suintant à travers les pansements improvisés. Vous sentez cette lourdeur dans l'atmosphère, un mélange de victoire amère et de deuil latent, où le craquement des branches calcinées se mêle au gémissement des blessés que les brancardiers traînent vers l'arrière.
Dans l'abri de commandement, renforcé de troncs abattus, le lieutenant-colonel Anthony McAuliffe exhalait un nuage de tabac froid, sa pipe enfin rallumée entre ses lèvres gercées. La radio SCR 300 crachotait des rapports triomphants. Secteur 23 tenu, colonel. Les Tigers sont en déroute. 2 en feu, les autres reculent vers la ligne Siegfried. Le sergent Jimmy Hayes, les yeux rougis par la fatigue, hochait la tête en notant les positions sur la carte froissée. Les Sherman de Reilly ont repoussé les Jagdtiger, et la 82e aéroportée largue des parachutistes au nord. Bastogne est sauvée pour l'instant. McAuliffe tapa du poing sur la table improvisée, un éclat de sourire traversant son visage buriné. Duval et son diable des bois. Ces pièges ont stoppé une offensive entière, 20 tanks, des Half-Track, des Sturmtiger. Sans ça, von Rundstedt aurait percé jusqu'à la Meuse. Autour de lui, les officiers, un mélange d'Américains, de Français libres et de Polonais, échangèrent des regards lasses, rechargeant des chargeurs pour les Barr et les Thompson, au cas où. Pierre, aidé par Nowak, inspectait les vestiges de leur dernière improvisation. Des S-Min 35, désamorcés, éparpillés comme des jouets brisés, et des bidons vides de carburant J1 rouillés par le gel. Le caporal polonais, son visage marqué d'une entaille fraîche, essuya ses mains noircies sur son pantalon. Ça a marché, Duval, ces obus de 14-18 avec le phosphore et les clous. Les Tigers n'ont pas vu venir l'entonnoir. Pierre acquiesça, mais son regard se perdait vers l'horizon où la fumée des Nebelwerfer persistait comme un fantôme. Il revoyait Paris libéré en août, les cloches sonnant la joie. Ici, dans ce bourbier belge, son bricolage désespéré, né d'une nuit autour d'un feu mourant, avec des grenades Mills, des fils téléphoniques et du diesel volé, avait peut-être changé le cours de la bataille. Pour Henri, pour ma sœur disparue, et pour tous ceux qui tiendront après nous, murmura-t-il, serrant l'épaule de son ami. De l'autre côté de la crête, le Hauptsturmführer Klaus Berger rampait dans la neige, traîné par 2 grenadiers rescapés vers un point de ravitaillement de la 116e division Panzer. Son bras en écharpe pulsait de douleur et son visage balafré suintait sous le pansement grossier. Le Jagdpanzer qu'il avait porté gisait sur le flanc, éventré par un obus de Sherman, ses canons PAC 43 tordus comme des serres brisées. Verdammte improvisation, cracha-t-il dans le micro de sa radio FUG-5, la voix hachée par la fièvre. Rapport au major von der Heyde, offensive stoppée à Bastogne Sector, au moins 12 véhicules perdus au piège, des charges maison avec explosifs anciens et carburant piégé. Les SS de la Viking demandent repli pour réorganisation. La réponse crépita, froide et implacable. Hitler ordonne persévérance. Mais la Luftwaffe est clouée. Patton pousse du sud, reformé à l'est, où c'est la cour martiale. Berger jura, arrachant l'antenne. Ces hommes, une poignée de survivants en manteau blanc déchiré, fixaient les flammes des Tigers avec des yeux vides. La 5e Panzer SS, orgueilleuse fer de lance de l'Ardenne offensive, butait sur ce mur invisible, le diable des bois, une arme sans nom, forgée dans le désespoir par un sergent français et ses alliés improbables. Les Shermans de la 10e Armorde avançaient maintenant en convoi, leurs chenilles broyant les débris, escortés par des Half-Track M3 avec mitrailleuses. 50 cales. Le sergent Reilly, depuis sa tourelle, salua Pierre d'un geste du pouce. « Beau boulot, Duval. Vos pièges ont donné le temps au renfort. Patton arrive avec sa 3e armée, ces salauds vont dégager l'encerclement d'ici 2 jours. » Pierre hocha la tête, aidant Henri à monter dans un Jeep Willys pour l'évacuation vers l'hôpital de campagne à Bastogne. Le caporal Nowak, portant une caisse de munitions récupérées, grimpa à l'arrière, son fusil Bren sur les genoux. On a sauvé la route, mais la guerre continue. Ces improvisations, elles inspireront d'autres lignes. La Jeep cahota sur la piste défoncée, passant près des corps allemands, un Fallschirmjäger figé dans la neige, son FG-42 brisé et un officier SS aux insignes noircis. À Bastogne, le bourgmestre et les civils acclamaient les GI, distribuant du café chaud et des couvertures. McAuliffe, briefé au QG, rédigea un rapport rapide.
L'arme improvisée, pièges anti-chars faits de mines S-Mine, obus 1918, carburant volé et détonateurs de fortune, a neutralisé une offensive complète de la 5e Panzer SS, sauvant le carrefour vital. Les nouvelles se propagèrent. La résistance tenace inspira d'autres secteurs, avec des unités copiant le diable des bois pour contrer les Panthers et les King Tigers. Pierre, dans l'ambulance qui brinque-ballait vers l'arrière, serra la main d'Henri. On l'a fait. Pour la France, pour l'Amérique. Pour tous. Henri sourit faiblement, ses yeux mi-clos. Et pour les Ardennes. Mais écoute. Ces moteurs au loin. La Wehrmacht n'abandonne pas si vite. Les jours suivants, l'offensive s'essouffla. Patton brisa l'encerclement le 26 décembre. Et les restes de la 5e SS se replièrent vers l'est, harcelés par les P-47 Thunderbolts qui sillonnaient enfin le ciel dégagé. Berger, capturé lors d'une contre-attaque, fut interrogé sur ces pièges diaboliques. Il cracha au visage de ses geôliers, mais avoua sous la pression « une arme née du génie humain, pas de la machine ». Pierre, rétabli, reçut une citation pour bravoure, son diable des bois devenant légende murmurée dans les foxholes. Un symbole que même les monstres blindés ployaient face à l'ingéniosité du désespoir. Pourtant, au printemps 1945, quand les Alliés franchirent le Rhin, Pierre savait que la guerre avait coûté trop. Des milliers de vies pour un sursis. Et dans les forêts enneigées des Ardennes, les échos de ces explosions résonnaient encore, rappelant que la victoire se forgeait dans le froid et le sang. Une bataille à la fois. Mais si une nouvelle ombre se levait, le diable des bois renaîtrait-il des cendres?